On va donc démarrer cette table ronde, dont le thème, je le disais, est très large, parce qu'elle est intitulée « Paysagisme dans le bassin méditerranéen », ce qui nous laisse quand même beaucoup de réflexions à faire. Par rapport aux annonces, Monsieur Frangéline a rejoint aussi la table ronde. Il était annoncé pour présenter le projet Euroméditerranée de manière un peu magistrale, mais donc il sera avec nous, puisque ce projet, de toute façon, est un laboratoire intéressant. Et puis bon, on va débattre ensemble. Je vais vous présenter donc nos intervenants. Nous allons commencer donc par les dames et par notre invité Mounia Benani, donc qui est architecte paysagiste, géographe, je crois également, et présidente surtout de l'association des architectes paysagistes du Maroc, une jeune association, et donc qui est vraiment reconnue par nous. Je ne la vois pas, j'ai le soleil dans l'œil. Voilà, Isabelle Linsky, la droite de la Seine, donc est architecte paysagiste également. C'est vraiment très difficile. Elle a une grande expérience de travail sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, le Maghreb, la Turquie, le journalisme. Je me trompe, vous m'arrêtez, Isabelle. Ça fait plusieurs décennies que vous travaillez dans ces pays du bassin méditerranéen. Donc elle va nous apporter son expérience et ses remarques et ses espoirs dans ce type de travail. Non, parce que je rigole là, donc c'est pas grave. Et nous avons un troisième paysagiste dans la personne de Georges Debouchy. Georges Debouchy, donc, qui est enseignant à l'École nationale du supérieur, qui a été bien d'autres choses avant, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Autre intervenant, toujours de l'École nationale supérieure du paysage, donc Vincent Bifteau, qui dirige cette école de Versailles et de Marseille, qui nous parlera des cursus étudiants, enfin de ce qu'on peut en penser, de comment on peut les faire évoluer peut-être dans l'idée d'une pratique internationale. Monsieur Frédéric Vigourou, vous êtes président du CAU des Bouches-du-Rhône, vous êtes maire de Miramas, ville nouvelle, qui est l'autre bord de l'étang-Vert, si j'ai bien compris, vous m'excusez, je suis pas régional de l'État, et vous êtes conseiller général. Monsieur Gilles, vous êtes inspecteur général au ministère du Développement durable, mais surtout vous avez pendant de longues années des fonctions à la Banque mondiale, et notamment dans les pays du bassin méditerranéen, et vous étiez en charge notamment des questions d'urbanisme. Donc vous avez une grande expérience des institutionnels dans ces pays-là, et vous pourrez nous aider à comprendre peut-être comment on peut aborder les projets dans ces pays. Je crois qu'il y a surtout que la situation est très différente de l'un à l'autre. Enfin, donc, Frangéline, je vous avais présenté rapidement au début, vous êtes directeur d'architecture de l'urbanisme et du développement durable, c'est cela, il y a tout ça, du projet Euroméditerranée, et vous êtes là aujourd'hui pour témoigner un petit peu du côté laboratoire de ce projet, et nous aider à comprendre quelles sont les relations également entre les différentes métropoles du bassin méditerranéen. Voilà. Donc, le sujet étant très large, nous avons essayé de travailler sur un cadre. J'avais proposé à ces messieurs-dames, avant de les appeler, de travailler sur un cadre que je vais vous livrer. Ça va nous servir un petit peu de base de réflexion. Ce sujet sur les paysagismes dans le bassin méditerranéen englobe à la fois l'existence éventuelle d'une communauté professionnelle, la question de l'existence d'un marché méditerranéen pour les paysagistes, c'est une question qui va être débattue par les uns avec les autres, et les autres avec des avis très différents, l'existence d'une approche spécifique de ces marchés, et l'existence d'une pratique spécifique, il y en a des existences à prouver, et enfin la nécessité d'une sensibilité peut-être qui soit également spécifique au paysage méditerranéen. Nous poserons aussi la question de l'existence d'une école française, je vais
guillemets, l'école française, existe-t-elle? Est-elle exportable? Et de façon plus pragmatique, ensuite, de l'ouverture des écoles de formation initiale à une pratique internationale, notamment méditerranéenne, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous aborderons également les relations et les échanges entre les maîtres d'ouvrage autour du bassin. Nous en avons ici même les maîtres d'ouvrage. Quels sont-ils en relation avec d'autres maîtres d'ouvrage autour du bassin méditerranéen et quel peut être leur rôle, quel peut être le rôle que peut espérer de manière plus globale la France méditerranéenne, c'est la région PACA notamment et la région Languedoc-Roussillon, dans la mise en place d'une dynamique autour de ce bassin et d'une dynamique qui suscite un rayonnement du savoir-faire hexagonal. Enfin, au travers des regards des paysagistes et aussi des institutionnels qui sont déjà rodés à exercer dans des pays du bassin, nous essaierons de comprendre quelle est la place et la pratique du paysage dans les politiques nationales de ces pays. Nous verrons qu'il y a beaucoup de différences de l'un à l'autre. Y a-t-il des logiques urbaines et paysagères cependant communes dans tous ces pays? Y a-t-il surtout une évolution notable des usages et des projets? Et enfin, quelles sont les préoccupations majeures? Sont-elles géographiques, écologiques, sociales? Et comment détermine-t-elle l'affirmation aujourd'hui et demain d'une pratique paysagère remarquable? Enfin, petite question annexe, nous posons la question de savoir s'il faut disposer d'une culture méditerranéenne spécifique pour exercer dans ces pays. Et d'abord, peut-être, nous essaierons de définir si cette culture est un leurre ou si elle est une réalité. Je crois qu'il y a des avis très différents. Voilà. Vous voyez que le thème est très très large. Nous allons essayer de le prendre point par point. Alors, nous allons d'abord parler des paysages méditerranéens. Y a-t-il des paysages méditerranéens? Là, j'aimerais peut-être donner la parole d'abord à Isabelle, puisqu'elle exerce dans ces pays depuis de nombreuses années. Pour vous, y a-t-il des paysages méditerranéens? Allô? Allô? Il y a des paysages, une constante de paysages géographiques méditerranéens, en bord de mer, autour de la Méditerranée, oui, parce qu'il y a un climat relativement homogène. Par contre, il y a un multiculturalisme, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse des pays méditerranéens, extrêmement important et riche, et il y a des cultures très très différentes dans chaque pays autour de la Méditerranée. On parle du Maghreb, de l'Égypte, de la Syrie, de la Turquie, de la Grèce. Vous avez une idée quand même, on retrouve des choses communes, à quel niveau? C'est au niveau du climat, au niveau des, dans les métiers qu'on peut faire de la gestion des problèmes environnementaux qui vont se poser dans l'avenir de façon de plus en plus aiguë, comme les problèmes de l'eau, les problèmes du sol, dont on parle peu mais qui sont réels. Voilà, il y a un multiculturalisme et une constante géographique, paysagère au niveau du climat, de l'air, de la mer. Georges de Mouchy, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Isabelle Linsky? Absolument. Mais je rajouterais, pour rentrer un peu plus dans le détail, il y a des questions en particulier sur la gestion des eaux pluviales qui est très spécifique au climat méditerranéen. On a des pluies très intenses à l'automne et au printemps. Et donc c'est quelque chose qui modèle les paysages, mais qui a des contraintes fortes sur l'organisation urbaine, entre autres. Et puis la grande sécheresse de l'été, qui est aussi une caractéristique de ces pays, qui a obligé les agriculteurs à développer depuis fort longtemps des techniques d'irrigation gravitaire, et c'est une vraie caractéristique de la région et de toutes ces régions méditerranéennes. Donc il y a un savoir commun entre un paysan de l'Accro qui irrigue et puis un paysan du Maghreb qui a la chance d'avoir un canal pas loin de son oasis. Et bien là, il y a une vraie culture. Donc on a des points communs, et puis, bon, bien sûr, le soleil, l'olivier, l'huile, le blé dur, on est dans les fondements de notre civilisation. Mais ensuite, évidemment, à chaque pays a évolué à sa manière. Mais si je fais une photo
d'une colline avec des restants et puis des oliviers dessus. Ça peut être au Portugal, en Italie, en Espagne, en Grèce, peut-être au Liban que je ne connais pas, ça peut être en Turquie, et ça peut être en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment des constantes fortes. Et puis ensuite, les pays ont évolué et les problématiques sont différentes parce que l'économie de ces pays, la politique de ces pays est différente. On reviendra effectivement sur les problèmes de politique, d'institution, etc. J'ai envie de poser la même question à Minia, Benani. Le paysage méditerranéen, ça existe, c'est une réalité. Évidemment que ça existe, puisque c'est vrai qu'on est dans des problématiques qui sont complètement différentes. Enfin, moi, en ayant appris le métier de paysage à Versailles, je suis rentrée à Rabat, j'ai réappris le métier. Mais avec, c'est-à-dire ce qu'on m'a appris, c'est une manière de regarder les territoires du monde entier, en fait, quel que soit l'endroit où on se trouve, avec des logiques qui parlent d'un territoire, d'un sol, d'une culture, de gens, de politique. Et puis on essaye de fabriquer une culture du paysage à partir d'une réalité existante. Donc c'est vrai qu'on a des choses en commun avec la Méditerranée, qui est évidemment l'environnement, on va dire. Après, on a une société différente, on a une économie différente, on a une politique différente, donc du coup, on s'adapte à ces différences pour appliquer peut-être des techniques culturelles qui sont semblables avec les pays du nord de la Méditerranée. Donc c'est vraiment, j'allais dire, en termes de culture ou de formation, quelque chose qui est très différent avec ce qu'on apprend. En tout cas, à l'époque, moi, j'étais peut-être des premières promotions à avoir bénéficié des 2 ans à Marseille, mais bon, ce n'était pas suffisant pour se rendre compte du paysage méditerranéen à cette époque. Merci. D'accord. Monsieur Vigouroux, vous êtes maire d'une ville nouvelle, non, Miramas. Oui, c'est en Méditerranée, oui. Voilà, c'est en Méditerranée, mais vous avez dit que vous-même, vous n'étiez pas méditerranéen d'origine, alors vous avez découvert beaucoup de choses dans l'exercice de votre mandat. Mais dans votre question, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on parlait des végétaux, beaucoup, et du climat. Enfin, je rappelle quand même que la Méditerranée, c'est l'un des territoires où les échanges humains ont été les plus importants. Donc il n'est pas, j'allais dire, anormal de retrouver des cultures, de l'agriculture, des choses qui se parlent. Donc c'est ce qui fait que cette terre est différente de tout ce que je connais d'ailleurs. C'est qu'il y a une identité où il y a des points communs sur le plan culturel. Après, il y a des différences de vie. Les paysages, c'est pas que les plantes, me disait-on tout à l'heure. Il y a des gens qui vivent au milieu de ces plantes, qui fonctionnent de façon différente. Mais il y a une constante quand même que je ne suis pas paysagiste, vous l'avez compris, donc vous m'excuserez d'être modeste, ça changera pour les élus, mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est qu'il y a une constante partout, puisque j'ai beaucoup voyagé, c'est la question de l'eau, la question de la gestion de l'eau, qui a été pour partie dans l'histoire fait par la gravité des Romains, en remontant même, y compris, ça a été dans les peuplades africaines qu'on a fait. Si certains connaissent ici l'Afrique australe, on peut remonter encore plus loin. Et donc cette gestion de l'eau est partie prenante du paysage, et ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps dans d'autres territoires autres que méditerranéens. Quand nous avions échangé, vous m'aviez aussi parlé de la ville méditerranéenne, très différente de la vision nord-européenne de la ville. Oui, alors évidemment, ça va être des poncifs terribles, mais dans la gestion d'une commune, la mienne, j'ai vécu beaucoup d'années avant ailleurs, on n'a pas du tout les mêmes comportements sur l'espace public. Ici, je ne sais pas à Marseille, car Marseille est différente du reste du département, c'est d'origine grecque. Donc, mais l'origine de l'espace public, c'est un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre et l'espace public tel qu'on l'imagine dans l'urbanité est très important. Et il faut énormément y faire attention. On ne peut pas construire tel ou tel bâtiment sans réfléchir d'abord à l'espace public et à la façon dont ce bâtiment parle aux autres et comment les gens passent d'un bâtiment à l'autre ou d'un espace à l'autre. Donc ils ont une vie beaucoup plus commune. On dit souvent que dans le sud, on ouvre les bras plus rapidement que dans le nord.
Il est vrai que dans le Nord, par contre, on les referme pour la vie, mais dans le Sud, pas toujours. Angélique, vous êtes d'accord avec cette vision Le projet Euro-Méditerranée, vous parliez d'un laboratoire. Est-ce qu'il y a une évolution, justement? Alors, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a à la fois une identité liée à des pratiques historiques, à des échanges culturels bien entendu, et peut-être aussi une géographie particulière sur lesquelles donc l'ensemble de ces installations humaines se sont développées. Le simple fait qu'on se pose la question montre bien à quel point tous ces aspects-là ont été d'une certaine manière méprisés ces derniers temps par un développement un petit peu violent, très volontariste des infrastructures humaines, urbaines et territoriales de façon assez large, qui ont contrarié souvent la géographie, l'adduction hydraulique, la réflexion sur l'agriculture au sens large du terme, et d'une certaine manière qui ont contribué à gommer toutes ces spécificités locales qui, malgré tout, ont ce fond commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est contraint par la rareté de la ressource, et on va l'être de plus en plus. Réchauffement climatique, rareté de la ressource en eau, qui vont nous amener, nous conduire à réinterroger justement tous ces fondamentaux culturels et paysagers qui ont construit nos cultures et qui, d'une certaine manière, travaillent dans l'économie, mais l'économie au sens noble du terme, au sens financier également, mais au sens noble du terme, et qui sont porteurs de démarches de développement durable au sens strict. C'est peut-être sur ces aspects-là qu'on a le plus de choses à retravailler, à repenser. Donc nous, en tant que laboratoire, entre guillemets, on re-questionne ces aspects, ces thématiques, notamment celle qui a été évoquée, celle des pluies torrentielles, des régimes de pluies torrentielles, qui sont source de risques pour les populations. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve à peu près dans tous les pays du bassin méditerranéen, et qui crée souvent d'ailleurs des catastrophes humaines, Babel-Oued notamment pour la plus récente, catastrophes humaines si elles ne sont pas raisonnées. Et là, c'est un lien direct avec l'urbanisme et la manière de concevoir ou de croiser problématiques de géographie et de paysage en même temps que l'implantation humaine. Alors, nous testons sur Euro-Méditerranée la recréation d'un champ d'expansion de crues en forme de bassin d'orage, si vous voulez, en forme de parc inondable sur 14 hectares pour un des fleuves côtiers marseillais qui est le ruisseau des Égalades. Et nous avons développé autour de cet ouvrage qui peut apparaître être qu'un ouvrage hydraulique, un ensemble de faisceaux de thématiques qui en font un objet complexe, aussi bien en termes de continuité de trame verte et bleue, ça on peut concevoir, de continuité de biodiversité également, d'espaces récréatifs pour les populations concernées de proximité, mais de façon plus inattendue, quoique, on a travaillé avec Météo France pour inventer un modèle susceptible de nous aider à comprendre l'évolution climatique et l'impact climatique de notre projet à horizon 2030-2040. Bon, je vous renvoie au dernier rapport du GIEC qui montre que la canicule de 2003 va devenir une situation, je dirais, une occurrence beaucoup plus régulière et proche à ces horizons-là. Et l'incidence du parc est évidente dans la réduction du réchauffement de ce qu'on appelle l'îlot de chaleur dans l'opération. On est sur à peu près 30% du périmètre de l'ordre de 1 à 6 degrés d'écart en situation nocturne et diurne, enfin bon, je ne vais pas le détailler, mais en tout cas c'est un aspect nouveau qui ancre un peu plus la dimension paysagère, non plus sur une question purement bucolique et de composition poétique des territoires, mais bien sur une réalité sanitaire, une réalité énergétique, une réalité climatique forte. J'ai envie de me tourner à deux hommes qui ont travaillé dans le développement durable, Vincent Pivot, qui est dans d'autres fonctions au ministère du Développement durable, qui a un certain nombre d'articles sur l'évolution du territoire.
Ce que vient d'exprimer Frangéline, est-ce que c'est typiquement méditerranéen ou est-ce que c'est un problème qui finalement touche toutes les parties du monde? Oui, le changement climatique, c'est un phénomène global. Donc, effectivement, il est particulièrement marqué dans les aires méditerranéennes. Mais pour ce qui est du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les paysagistes dans tout ça, il appelle effectivement une vigilance et surtout un investissement ou un dialogue nouveau avec certaines professions ou avec certains savoirs scientifiques, ou une intégration au fond dans l'acte de conception, dans le design de l'espace, de questions qui sont tout à fait nouvelles. Et je pense qu'on est à une période extrêmement intéressante puisque aujourd'hui ce sont des savoirs émergents. Enfin, ce sont bien sûr, les travaux du GIEC remontent maintenant il y a une dizaine d'années, donc il se produit à des échelles de plus en plus fines des modèles de compréhension des transformations d'espace. Mais justement, c'est maintenant qu'il est intéressant pour les paysagistes de rentrer en dialogue avec tout ce champ scientifique, tout ce champ d'ingénierie, parce qu'on a aussi une part du métier à réinventer dans le design et dans la conception des espaces. J'ai vu beaucoup de hochements de tête positifs aux propos. J'aimerais d'abord revenir à M. Gilles Pipien. Votre expérience à la Banque mondiale sur ces problèmes d'urbanisme d'une part, de développement durable d'autre part, vous ont fait quand même prendre conscience qu'il y avait des disparités très fortes et surtout des manières d'entrer dans le paysage qui ne sont peut-être pas celles que... Je ne vois pas bien votre question, mais en écoutant nos partenaires, j'avais un certain nombre de mise en emphase de ce qui a été évoqué. La question de l'eau se pose non seulement parce qu'effectivement on est de plus en plus avec un changement climatique et qu'on est en Méditerranée sur un hotspot, c'est-à-dire que ce sera encore plus qu'ailleurs, mais tout simplement parce que l'urbanisation explose, qu'on est dans un phénomène de rattrapage. La Méditerranée a vu naître la ville il y a 5 à 6 000 ans. En revanche, il y a eu, en termes d'urbanisation, un certain retard, notamment au sud de la Méditerranée, par rapport à d'autres continents comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud. Le rattrapage se fait à une vitesse extrêmement importante, et avec le Maroc, par exemple, qui, d'ici quelques années, atteindra un niveau d'urbanisation de l'ordre de 65 à 70%, alors qu'il est parti, il y a une dizaine d'années, d'un taux de l'ordre de 45 à 50%. Et c'est vrai pour l'ensemble des pays méditerranéens, donc une forte densification littorale en plus. Cette urbanisation est en littoral, donc loin d'ailleurs des sources d'eau, que ce soit celle de l'Atlas ou ailleurs. Et donc la question de l'eau, oui, est majeure, mais pas simplement par le changement climatique. Et elle devient extrêmement grave avec en plus une explosion de la consommation. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voudrais revenir et qui me paraît essentiel. Le deuxième qu'on oublie, qui a été évoqué très rapidement, c'est le sol. Un chiffre, par exemple, l'Algérie n'a que 10% de ses terres qui sont des terres arables. Or, justement, les villes s'installent sur ces terres arables. Et donc là, il y a un véritable problème. D'ores et déjà, l'Algérie importe 80% de son alimentation. On est dans un véritable problème. Alors, parler de paysage, ça veut dire le paysage méditerranéen au sud, l'enjeu, c'est un paysage urbain, avec effectivement la contrainte qu'on a évoquée, qui est celle des risques, mais qui est tout simplement d'offrir un cadre agréable alors qu'il n'y a plus d'eau, qu'il y a une densification et qu'on n'a pas de sol. Donc je pense que l'équation est particulière. Or, ce savoir-faire, qui nous paraît évident, là vous avez fait un tour de table, bah oui, il y a un paysage méditerranéen. Oui, ben très curieusement, il n'y a pas de formation dans ce domaine-là. Et ma voisine le clame haut et fort, et elle a raison. Nos écoles de paysage, nos écoles d'architecture, d'urbanisme, etc., n'intègrent pas cette spécificité. C'est pas pour rien que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé une réflexion sur le bâtiment durable méditerranéen, parce que dans le domaine du bâtiment, c'est pareil, on nous mettait des éléments d'approche qui sont sûrement valables en Suède ou en Allemagne, qui ne sont pas valables en Méditerranée. Et donc j'appelle au lancement d'une réflexion sur les paysages durables méditerranéens, qui est un enjeu en soi, et qui me paraît un point important.
Quand j'évoque l'urbanisation, ça m'amène à dire que, en revanche, cette urbanisation, j'ai envie de dire, elle se fait toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte du fait urbain de par les institutions dessus. Et dans certains pays du Nord d'ailleurs de la même façon. Nous avons eu, et nous avons encore, dans les pays du Sud, des États, comme nous l'avons été nous-mêmes, extrêmement centralisés avec des ministères techniques verticaux. Et par conséquent, le développement est considéré au ministère des Routes comme de faire des autoroutes, au ministère de l'électricité faire des lignes à haute tension, au ministère de l'eau faire effectivement des barrages. Qui s'occupe de la ville? Vous n'avez pas, du fait de la décentralisation, des conseils municipaux qui ont une suffisante capacité dans ce domaine. Et vous avez des gouverneurs dont l'objectif est la sécurité. Et je vous rappelle que pour les questions de sécurité, récemment, les États ont encore plus divisé l'autorité dans les pays. C'est ainsi qu'à Alger, vous avez 4 gouverneurs, au Caire, vous en avez 14, et donc il n'y a plus de vision urbaine. Sauf quelques pays, je pense au Maroc, qui a créé un ministère d'urbanisme, qui a des agences urbaines, l'Égypte, qui a mis en place un ministère de développement urbain, qui a disparu, évidemment, dans d'autres circonstances, mais donc il y a un problème majeur, le fait urbain, sauf quelques cas, sauf peut-être à Casablanca où il y a une agence urbaine dynamique avec un Well qui le fait, qui ne prend pas en compte ça. Donc voilà quelques éléments d'éclairage supplémentaires. J'allais demander à Mounir Benali de parler un petit peu, de savoir s'il y avait une approche spécifique du projet, du fait de tout ce qu'on a dit autour de cette table au début. Et comme Isabelle Linsky a réagi aux propos de Gilles Pipien, je lui laisse d'abord la parole, je reviendrai vers Mounir ensuite. Non, je pense qu'il y a effectivement certains pays, mais qui ne sont pas très nombreux, monsieur l'inspecteur. Parce que la Méditerranée, ça n'est pas que certains pays du sud de la Méditerranée, c'est tous les pays autour de la Méditerranée. Si vous prenez l'exemple de la Turquie, si vous prenez l'exemple, c'est des pays qui sont extrêmement organisés, structurés, qui ont des ministères de l'urbanisme, qui ont des... Je laisserai Mounir en parler, mais les gouverneurs au Maroc n'ont plus que des fonctions de régulation de la sécurité, mais ils ont des fonctions de développeurs. Tous les gouverneurs, tous les préfets au Maroc, même en Algérie aussi. En Égypte, vous disiez que ça existait, étant donné les circonstances politiques, c'est évident que ça n'existe plus beaucoup maintenant, ou en Syrie. Mais il reste peu de pays, la Libye peut-être, mais il reste peu de pays où il y a une évolution et une prise de conscience dans tous ces pays, beaucoup plus rapide qu'on imagine. Par contre, ils n'ont pas l'expertise, et ils ont besoin d'une expertise internationale, ils n'ont pas les institutions et les élites forcément formées à ça, mais il y a une prise de conscience et c'est à ce niveau-là qu'on peut leur apporter une réelle expertise. Je vais encore vous faire patienter un petit peu, parce que vous allez pouvoir, par l'exemplarité du Maroc, peut-être réagir à tout ça, mais je crois que Frédéric Dufour avait... C'est une réaction qui tenterait de vous dire à tous qu'il faut que nous fassions attention. C'est vrai que peut-être il n'y a pas les mêmes écoles ou organisées de la même façon. Enfin, moi je note quand même, alors là je vais mettre le pied dans le mar, c'est que nous qui avons des écoles, on constate quand même ce grand pays qui est la France, que nous avons une absence, et là je suis complètement d'accord avec notre collègue autour de cette table, c'est que nous avons une méconnaissance de finalement ce que la Méditerranée pourrait produire en termes d'organisation, d'aménagement, de plan, de tout ce que vous voulez. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je ne voudrais quand même pas que on oublie les architectes. Il se trouve que je suis le président du conseil d'architecture. Je trouve qu'aussi les architectes, qui sont pourtant en haut de la pyramide des nantis, je dis ça en plaisantant, eux aussi, la région, et vous avez eu raison de le dire, a été obligée de lancer une question sur les bâtiments méditerranéens. Je rajoute à ça que l'idée qu'il y avait derrière, c'était aussi de voir comment l'économie locale pouvait supporter ce type de bâtiment pour lutter contre l'empreinte environnementale. Et enfin, je rajouterai aussi l'école d'urbanisme, qui, elle aussi, question paysage des foires, et plus sur la thématique de Cézanne avec 3 arbres, machin, et pouvoir se regarder sur des grands plans. Je crois qu'il y a un problème, et je voudrais, juste avant d'aller sur le Maroc, dire que ici, si j'ai été invité, je vous en remercie, je suis venu aussi vous dire, il faut vous organiser.
il faut nous aider à nous organiser pour que architectes, urbanistes, paysagistes travaillent de concert, parce qu'il y a d'autres sujets dont j'aborderai la question tout à l'heure, qui transcendent les États et qui concernera la même chose. Il y a le climat, certes, mais il y a aussi les coûts que représente aujourd'hui l'urbanité, cet étalement urbain qui nous coûte à la fois de l'argent, mais en même temps qui fait que le pluvial n'est plus contrôlable. Nous, en Méditerranée, côté français, là, le grand pays qui est la France, eh bien, ici, vous avez un territoire où l'urbanité et l'étalement urbain consommaient des terres de façon inconsidérée, et qu'on n'arrive plus aujourd'hui, dans ma propre commune, à gérer le pluvial. On n'arrive plus à le gérer. Et on n'arrivera pas à le gérer parce que vous ne ferez pas rentrer 1,5 litre d'eau dans un tuyau d'1 litre. Et donc nous avons pas simplement des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes tout court d'inondation qu'on se crée nous-mêmes à cause du goudron, du béton qu'on est en train de distribuer. Je parlerai de l'ANRU tout à l'heure, parce que je suis dans ce dossier-là où on parle beaucoup de paysages actuellement sur l'évolution de la rénovation urbaine. Il y a Benami, on a abordé deux choses, les interlocuteurs, puis l'organisation des pays. Bon, à travers l'exemple du Maroc, peut-être c'est intéressant. Il y a plein de questions, je vous laisse un peu répondre. Il y a un petit peu beaucoup de choses. Moi, je reviens sur la question de l'eau. C'est vrai que ça paraît évident, parler de l'eau. Mais nous, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que je faisais vraiment de la gestion de l'eau dans tous mes projets. C'était indispensable et inconsciemment. C'est-à-dire que ce n'était pas une demande du client. Au contraire, lui ne se préoccupe pas du tout de ça. Ça, je veux vous dire, dans nos projets, on tire la sonnette d'alarme, quels que soient les types de projets en milieu urbain, rural, place, espace public, quelle que soit l'échelle. D'abord, on parle du fil d'eau. Cette goutte d'eau qui va nous tomber au mois de novembre et en décembre, on est complètement inondé. Donc là, le client s'en rend absolument pas compte, mais il le sait. C'est-à-dire les gens qui y vivent, eux, disent oui, effectivement, faites attention. Mais quand on parlait de vision globale, horizontale, elle est là. C'est-à-dire que les décideurs, ils passent souvent outre ces questions qui sont presque sociales, qui sont de l'échelle du quotidien. C'est l'eau, ben oui, elle fait partie comme l'air de quelque chose qui nous entoure. Et ça devient une préoccupation, j'allais dire, majeure. Notre point de départ de nos réflexions en tant que nous, concepteurs. On parlait du littoral, c'est la même chose, de cette croissance urbaine. On est dans des villes de tourisme. C'est le tourisme et l'objectif premier de ces pays, enfin, en tout cas du Maroc, de la Tunisie également. Alors le tourisme vers quoi il s'oriente? Vers essentiellement, c'est vrai, des opérations type golf et malheureusement qui ne sont pas forcément... Bon, il y a un peu aussi des contradictions entre ces contraintes liées au sol et à l'eau. Donc on fait venir des experts pour essayer de voir les meilleurs moyens de développer des cultures consommatrices en eau, etc. Mais ça reste quand même des objets consommateurs en eau alors qu'on en a besoin ailleurs. Donc il y a ces questions-là. Le littoral, c'est pareil, on n'a pas de loi de protection du littoral, donc on va faire ce que vous voulez. On insiste aussi au développement de ces fameuses villes nouvelles qu'on essaie de... Voilà, on reproduit les erreurs de la France. Et donc on est dans une vision qui n'est pas encore complètement horizontale et générale. Donc c'est vrai que nous, par nos petits moyens de paysagistes, on essaie d'intervenir, mais finalement on est absent. Enfin, on est très peu et pas assez présent sur le territoire. Justement, on vient d'entendre un élu qui disait aux paysagistes, emparez-vous de ces problématiques. Vous, au Maroc, ça va permettre de faire une petite parenthèse, que vous puissiez présenter un petit peu votre association également, mais surtout, quelle est la place, quel est le rôle des paysagistes, comment vous voyez les choses dans l'évolution actuelle, puisque les interlocuteurs, apparemment, ne sont pas tout à fait dans les mêmes... C'est vrai que le paysage, c'est un peu en France, il faut remonter la France il y a 30 ans. On regarde, on disait la même chose, on dit quand tu partiras au Maroc, tu feras la même chose que ce que j'ai fait dans les années 70. Donc c'est juste des échelles de l'histoire qui sont décalées, donc autant profiter de l'expérience de la France ou d'autres pays pour essayer d'avancer positivement et un peu plus vite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monopole de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'espace public, c'est quand même les architectes. Donc ça, c'est eux qui, les appels d'offres sont les architectes, c'est toujours eux les mandataires en général, sauf pour des opérations privées. Donc on nous appelle pour les accompagner, donc un peu souvent trop tard, mais c'est un petit peu le souci. Mais
Donc j'en reviens surtout aux objectifs, c'est déjà moi je repenserai surtout à la formation. C'était un peu mon souci prioritaire, c'est d'au moins créer une formation spécifique, j'allais dire, au métier du paysage au Maroc ou en Méditerranée, c'est-à-dire avoir une formation différente de la formation que l'on connaît peut-être dans les ENSP, donc peut-être celle de Marseille pourra nous être d'une quelconque aide, mais ça c'est un vrai sujet qui est, je pense, vraiment primordial pour vraiment créer des liens nord-sud et faire valoir vraiment notre outil, voilà, ce métier. Merci. On va revenir sur ce point de la formation. Isabelle Ski, vous travaillez depuis longtemps dans ce pays, je crois que vous avez travaillé sur beaucoup de projets touristiques, on en parlait tout à l'heure, qui sont liés au tourisme, etc. Mais vous m'avez dit dans notre conversation qu'aujourd'hui vous étiez plus sur des projets de territoire. Il y a une évolution. Vous parlez d'un pays en particulier ou bien de... Non, dans l'ensemble de votre expérience. Non, je continue à travailler sur des projets touristiques qui sont, je pense, des projets intéressants. Parce que c'est des projets touristiques qui, eux aussi, évoluent et qui doivent se tourner. Je veux dire, le tourisme, ça ne se résume plus à aller au bord de la plage, se mettre au soleil et se dorer au soleil. Je veux dire, il y a une demande culturelle et une demande d'évolution sociale des gens qui voyagent. Donc les projets touristiques, c'est pas forcément que du golf ou la plage, et c'est des problématiques qui sont très particulières. C'est pas le moment d'en parler parce que c'est l'objet d'un débat à part entière, à mon avis. Mais il y a des projets, Mounia parle de projets touristiques, par exemple au Maroc. Moi, j'ai en charge, je travaille sur une des stations touristiques du Plan Azur. Pour contredire un petit peu ce qu'elle dit, c'est un projet qui se développe autour de la ville d'Essaouira, qui est un climat semi-aride, dans lequel effectivement la volonté du gouvernement dans le programme projet touristique dit golf, parce que golf c'est la protection de l'environnement, c'est des réactions effectivement un peu primaires. Donc pour essayer de contrecarrer ça, on a, avec la maîtrise d'ouvrage qui était un maître d'ouvrage marocain, issu du privé puisque c'était un financier de formation, essayer d'orienter le développement de cette station vers l'ingénierie environnementale avec deux axes de développement, culture-nature. Et donc, pour pallier à ce problème de manque d'eau dans cette région, on a proposé de récupérer toutes les eaux usées de la ville d'Essaouira, qui subissaient un traitement que primaire, de les traiter par des jardins filtrants, de la phytorestauration. Et donc, le maître d'ouvrage a été d'accord de récupérer ces eaux, de les stocker et d'arroser des golfs, puisque les golfs étaient dans le programme gouvernemental. Le maître d'ouvrage est obligé de les réaliser, d'arroser non seulement les golfs, d'arroser les espaces verts publics qu'on crée, que ce soit pour des hôtels ou le village, qui va être un développement touristique très, très particulier, qui va créer une synergie culturelle avec la ville d'Essaouira. Et on restitue de l'eau à la ville, puisque moi, à la demande du gouverneur, ils m'ont demandé d'essayer de réfléchir aux problèmes d'eau de la ville et d'exploitation. On évolue vers un aménagement du territoire de la ville d'Essaouira par le biais de cet aménagement touristique, et on va restituer de l'eau à terme, quand ces jardins sont finis, à la ville d'Essaouira pour tout l'arrosage des espaces verts. Donc il y a un cycle de l'eau qui est un cycle intelligent et qui permet à la ville de garder ses ressources en eau propre pour l'eau potable. Donc il y a une évolution de l'approche des projets, de la prise en compte des projets. Est-ce qu'on sort du modèle, c'est Georges de Brochy, je crois, qui parlait du modèle américain qui était... C'est pas un modèle américain, ça. Non mais justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est une évolution. C'est un modèle adapté à cette région c'est un modèle marocain, avec des promoteurs marocains, avec des financements marocains, avec une volonté du gouvernement marocain et à travailler avec des partenaires privés. Donc les développements, je suis d'accord avec Mounia, de ces stations touristiques ont été plus ou moins réussis, parce que la volonté au départ des maîtres d'ouvrage était différente. Il y a des maîtres d'ouvrage qui étaient par exemple à Saïdia, en partie espagnole, et qui voulaient faire de la promotion à court terme et qui ont gommé toutes les autres, et donc du profit à court terme financier, qui ont gommé tous les autres problèmes, tous les
ont évacué, ça a été une catastrophe. Il y a d'autres stations qui ont été plus ou moins réussies. Mais celle d'Essaouira dont je parle, le Mogador, c'est un exemple extrêmement intéressant qui pour le moment est un peu au ralenti pour des raisons de financement parce que le retour sur investissement n'est pas assez rapide. Donc les actionnaires ou les promoteurs ne sont peut-être pas adaptés pour ce développement-là. Mais c'est un modèle extrêmement intéressant. On a cherché, pour en parler de techniques d'ingénierie environnementale, on a mis des toitures végétalisées. Donc c'est une première au Maroc aussi. On a créé une pépinière pour développer le site. On produit pratiquement 200 000 plantes par an dans cette pépinière qu'on a replantée dans le site. Donc une adaptation alors qu'on est dans des régions de vent, de sol qui s'érode, de sol très calcaire, donc avec des difficultés, si vous voulez, pour la plantation. Moi, quand je suis arrivée dans cette région, on m'a dit de toute façon rien ne pousse. Si vous allez voir le résultat maintenant, on a recréé des milieux semi-humides en faisant revenir une faune et une flore qui n'existaient pas dans ces régions. Et sur Essaouira, il y a des faucons pèlerins. Il y a 2 ou 3 régions dans le monde où ces faucons viennent nidifier. Et ben, ils sont en train de nidifier sur les jardins filtrants. Donc c'est une réussite sur le plan environnemental. Alors est-ce que c'est une exception, c'est pas une exception. Est-ce que c'est une évolution? Non. C'est la conjonction d'une volonté d'un maître d'ouvrage qui était un peu plus ouvert, mais il en existe beaucoup. Moi, j'en rencontre beaucoup dans ces pays. Et c'est l'aide des maîtres d'œuvre qu'on est nous. C'est-à-dire qu'il faut aller... Tout à l'heure, on parlait de déontologie. Il faut aller un peu au-delà de notre fonction stricte de maître d'œuvre. Il faut avoir on a un devoir de conseil. Si la maîtrise d'ouvrage est, je dirais pas défaillante, mais n'a pas les connaissances qu'on a, on leur apporte notre expertise, quitte à les contredire et à les réorienter différemment. Je vous parle des jardins filtrants. Je prends un exemple concret parce que il faut être opérationnel et mettre en œuvre les choses. Il faut arrêter d'en parler et de passer 80% du temps à en parler et 5% du temps à les mettre en œuvre. Et ces pays-là ont besoin d'actions très rapides parce qu'ils ont des problèmes aigus environnementaux. Et donc, je veux dire, moi, je me suis battue pendant 6 mois. Thierry Jacquet n'est pas là, Phytorestaurant, avec qui je travaille, moi, depuis plus de 14 ans maintenant, dans différents pays, pas que en Méditerranée, mais dans d'autres pays, enfin, peu importe. Et il a fallu que pendant 6 mois, que je harcèle la maîtrise d'ouvrage pour qu'il se décide à rencontrer cette société qui fait de la phytorestauration. Est-ce que ces maîtres d'ouvrage, vous les connaissez, vous échangez avec eux, M. Gély, M. Vigourou, vous pouvez peut-être témoigner en tant que maître d'ouvrage? Non, simplement, ce dont je peux témoigner, c'est qu'effectivement, on a construit, avec la Banque mondiale notamment, et avec d'autres partenaires du CNI qui est installé sur Marseille, un réseau d'opérateurs en Méditerranée, avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Jordanie et le Liban, pour justement échanger sur les bonnes pratiques en matière d'aménagement et d'urbanisme durable, au sens large du terme, plutôt de développement territorial durable. Ce qu'on constate quand même, pour revenir sur ce que disait Gilles à juste titre, c'est que il y a quand même une certaine disparité dans l'organisation des territoires, qu'elle soit, je dirais, en tout cas dans la pratique urbaine et dans la gestion des projets de développement territoriaux dans la partie sud, Maghreb, Machrek pour faire simple, et que finalement c'est plutôt autour de projets urbains ou de projets, je dirais, identifiés que les territoires se développent. Alors c'est un particularisme parce que qui dit projet identifié dit périmètre, dit budget, dit organisation spécifique et donc dit maîtrise d'ouvrage particulière. On n'est pas sur de l'ingénierie intégrée en termes de gestion de territoire, d'administration de territoire, mais vraiment sur des problématiques spécifiques localisées avec une maîtrise d'ouvrage identifiée et une ingénierie, encore une fois, dédiée. Et c'est peut-être là où les choses peuvent être plus intéressantes parce qu'on ne se noie pas dans des méandres de prise de décision qui n'arrivent jamais ou de disparité territoriale dans la prise de décision entre le gouvernement national, les gouvernements locaux qui ont plus ou moins la main justement sur la destinée de leur territoire. Mais là, on a réellement une organisation qui est identifiée. L'élément intéressant à partir de ce point-là, c'est qu'on peut intervenir sur des territoires à grande échelle et discuter
justement de ces bonnes pratiques d'une part, et surtout, ce qui est important, c'est que les paysagistes, comme les urbanistes, comme les architectes, ont moyen d'agir justement de façon très concrète du fait de ces commandes qui sont très localisées. À Rabat, il y a la vallée du Bourg-en-Grec, qui est un opérateur qui aussi intervient sur plusieurs milliers d'hectares, donc ce sont des territoires à grande échelle, mais qui renvoient à des problématiques de compréhension territoriale, d'ingénierie spécifique, et les paysagistes ont toute leur place. Simplement, ça veut dire que pour travailler à l'export, les paysagistes doivent s'associer à des architectes, à des urbanistes, à une ingénierie technique pour y aller groupés et pour faire une offre groupée. Quand je dis ça, je vais opposer de façon très caricaturale, je parle du modèle américain, mais du modèle anglo-saxon, de ce qu'on rencontre en tout cas en tant qu'opérateur. Peut-être que Gilles me contredira, parce que je vais être un peu tranché. Il y a clairement une école française qui envisage le développement territorial comme un processus alimenté de façon assez régulière, avec des problématiques de concertation, une richesse, de constitution, qui prend en compte le territoire, sa géographie, etc. Une école plutôt anglo-saxonne qui vous livre du projet clairement. On est sur un territoire, alors on le design plus ou moins pour donner une forme identitaire, alors en rond, en carré, en pyramide, ce qu'on veut, et dans un temps record, on roule avec à force d'investisseurs étrangers, surtout, jusqu'à récemment, des fonds émiratis, un projet clairement. Et là, on va vous faire Nazar, par exemple, qui est le nec plus ultra de la vie durable, clé en main, alors que ça n'a rien de durable. D'ailleurs, quand les fonds se barrent, la vie ne se fait pas. Il y a peut-être à Zenata, enfin au Maroc, des choses un peu différentes qui sont en train d'émerger dans un registre qui relève plus justement de processus, plus que d'actions concrètes et massives, type anglo-saxon. Mais dans tous les cas, la réponse est différente, la prise en compte du territoire est différente, et la question paysagère est totalement distincte. En revanche, il faut savoir si, à l'export, on opter pour un modèle ou un autre. Le modèle anglo-saxon, ce sont des entreprises intégrées de plus de 1000 personnes qui ont des antennes partout dans le monde et qui vous vendent encore une fois du clé en main, qui intègrent le paysagiste, l'urbaniste, l'architecte, l'économiste, presque le politique. Alors, vous parliez de façon mutualisée, on parlait d'exportation. Je me tourne vers Mia, Mélanie. Vous êtes au Maroc, vous exercez au Maroc, vous êtes marocaine, vous développez une association. Est-ce que vous intégrez, vous, dans cette façon d'aller à l'export, de travailler avec les paysagistes locaux? Est-ce que c'est bien ça que vous attendez? Moi, je regarde mes confrères juste en face de moi. Il y a 2 exportateurs français qui se représentent bien, enfin j'espère en tout cas, que je peux aussi représenter, dont j'ai l'honneur. Évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Maroc, c'est encore une fois, notre association, la première chose qu'on a fait, c'est de la faire reconnaître par l'IFLA, pour pouvoir retomber positivement et avec force au Maroc. La même chose pour le paysage, c'est-à-dire tant qu'on peut nous représenter aussi des gens qui ont fait leurs preuves à l'étranger, bon, je cite l'agence Terre avec qui j'ai la chance de travailler, ou Signe, qui ont accès à des projets sur lesquels nous, paysagistes marocains, nous n'aurions pas accès si nous ne venions pas encore par des personnalités reconnues. Donc c'est toujours aussi le même débat d'une confiance, évidemment, de la maîtrise d'ouvrage du Maroc qui va chercher des signatures ou des personnalités pour être assuré sur une profession qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc on va chercher des urbanistes, puisqu'au Maroc, bon, voilà, ils ne font pas encore confiance à une profession qui n'est pas réglementée, donc qui n'est pas protégée, reconnue au même titre que pour les paysagistes. Donc on passe par le biais de l'importation, de l'export pour vous, pour faire valoir un savoir-faire local. Donc, voilà, Isabelle aussi le représente, donc à juste titre. Donc effectivement, c'est par ce biais qu'on avancera je dis au Maroc ou dans les autres pays. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est positif. Maintenant, il faut essayer de créer une dynamique locale à travers cette première synergie, j'allais dire. Vous êtes combien dans on n'est pas nombreux, on est 12. Vous imaginez, quand je vois qu'on est... on cherchait le 1000 cette année, en 2014, je veux dire, on en est loin. Mais il faut bien démarrer. Je suis sûre que la FFP était aussi à 12 à un moment donné dans sa vie. Et donc, c'est une vraie... et puis, vous parlez de la France. Bon, c'est vrai que la France...
Et tous les pays du Maghreb, il y a eu le savoir-faire de la France qui a créé toutes les villes de ces pays avec une culture du paysage, de l'urbanisme, etc. Donc aujourd'hui, il y a une exportation et une adaptabilité sur place à faire qui est possible, je pense. D'accord, ça se fait à travers des échanges fédérationnels. Je voudrais faire peut-être une petite tour, on a encore plein de sujets à voir et notamment également à aborder les végétaux, la gestion de l'eau, d'être un petit peu plus technique, voir si on a sous la main les producteurs, les pépiniéristes. Nous avons dans la salle également le directeur de Cuti Delta, qui est une pépinière espagnole, qui nous expliquera un petit peu son travail sur les végétaux méditerranéens. Mais peut-être qu'on va, je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà, et qu'il y a sans doute quelques questions dans la salle, et je voudrais qu'on ait un petit peu d'interactivité, sinon on va arriver au bout. Et la salle va être un peu frustrée peut-être de ne pas pouvoir intervenir. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes... Alors, on va continuer donc justement sur cette problématique. On a parlé beaucoup de l'eau, vous avez parlé d'ingénierie, de phytorestore. Il y a également le problème des plantes qui se posent. Et là, j'aimerais bien qu'on aborde cela. Quels sont les besoins du côté aussi bien peut-être comment c'est ressenti par la maîtrise de l'ouvrage, comment c'est ressenti par les paysagistes dans la conception de leur projet, et puis on donnera la parole donc, à un pépiniériste dont je vous parlais, qui nous explique son approche personnelle. Monsieur. Oui, je sais pas. Oui, écoutez, voilà comment j'imagine donner des ordres de travaux dans les années qui viennent. On pense qu'une très large partie de la population mondiale vivra en ville. Donc la question se joue, ce qui est très étonnant d'ailleurs, le paradoxe, le paysage, on pourrait dire, c'est des vertes prairies, ben non, je crois que votre travail dans les années qui viennent se situe dans la ville. Donc la première commande que je fais déjà aujourd'hui, c'est quoi? 1. Travailler les espaces publics d'une autre façon. 2. Faire de ces espaces publics presque en atelier urbain pour associer les populations. Je parle d'une ville très urbaine, très socialement en difficulté, qui ressemble presque très portée au quartier nord de Marseille. Moi, je le fais à Marseille, ils le font peut-être, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, les ateliers urbains de l'association des habitants traitent des questions d'usage, et la question de l'usage assure, quand c'est partagé, la pérennité. Et la pérennité d'un espace public devient essentielle dans la commande publique. Troisième élément, le fait que, mais je pense que si j'étais maire au Maroc, j'y réfléchirais de la même façon. Le fait aussi qu'il y ait le moindre coût de gestion, c'est-à-dire le moins d'interférences possible, d'intervention humaine. Ça veut dire en clair que les paysagistes qui interviennent chez moi savent que l'activité qui devra être faite, eh bien, il faut que l'homme y participe le moins possible. Donc les tontes, la question des tontes, la question de broussaillage, tout ce que vous voulez, etc. Parce que nous n'avons plus les moyens financiers dans les années qui viennent de pouvoir étendre notre offre de services publics et en même temps la gestion des espaces publics. Il faut que vous sachiez, il faut que vous l'intégrer, et les architectes commencent à l'intégrer aussi, y compris dans la construction. On a besoin de ça. Le quatrième élément, c'est que ça nous coûte le moins possible d'eau. C'est-à-dire que le coût, il y a l'environnement et l'eau, et puis il y a le coût. Et le coût de l'eau est aujourd'hui minoré, par exemple, dans notre pays, alors que je sais que ce prix qui est artificiel coûte beaucoup plus cher. Après, il y a la question de la gestion pluviale des espaces publics, où on retrouve d'ailleurs, par exemple, madame, vous citiez tout à l'heure un exemple, je vais vous en citer un. Je développe actuellement, et c'est pas gagné, parce qu'en face de moi j'ai des monstres, je développe la volonté de faire une step en phytoremédiation. Il se trouve que chez moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Phytorem, qui travaille à l'export, qui est dans un site d'Areva, vous voyez, les choses se font, et c'est par les bambous. Et nous avons traité 1000 à 2000 habitants de cette façon, avec toute une économie qui se crée derrière, autour du bois, etc. etc.
Dernier élément important, c'est lié à l'utilisation des plantes. Nous sommes favorables à l'utilisation des plantes méditerranéennes qui ne consomment pas d'eau, mais il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas suffisamment utilisées. Et là, monsieur l'inspecteur général, des fois, je me heurte à des réglementations dans les écoles, autour des machins, des petites baies rouges. J'ai découvert ça, moi, j'étais pas un spécialiste, où on m'interdit d'utiliser certaines plantes qui, pourtant, sont des plantes intelligentes. Voilà, grosso modo, j'allais dire, pour un maître d'œuvre, c'est celui qui commande l'argent public, qui décide de se lancer dans ce phénomène. Voici des éléments que nous avons. Évidemment, la beauté compte. Une dernière chose, parce que je suis obligé de partir, parce que j'ai 2 inaugurations. C'est ça la vie d'élu. J'habite à 40 minutes et je ne peux pas prendre le train malgré que je cheminote. J'avais vraiment envie de vous dire que j'aime les architectes, j'aime l'architecture. Je l'ai dit dans notre entretien, je crois que les architectes vont avoir beaucoup plus besoin de... Vous parlez d'architectes paysagiste. Non. Non, mais voici. je parle de ceux qui généralement sont en haut des marchés publics. Vous voyez, ceux qui, comme Madame disait, arrivent à avoir des marchés. Je pense qu'ils vont avoir besoin, c'est le président du CAE qui vous le dit, beaucoup de vous dans les années qui viennent, je vous le dis d'ailleurs souvent, je pense qu'ils vont avoir besoin beaucoup de vous dans les années qui viennent pour avoir une vision plus globale de l'espace. Et les paysagistes, vous avez une formation qui est quand même drôlement intéressante. La deuxième chose, c'est que je pense que le bâtiment est en train de se réformer et qu'on va avoir de plus en plus, j'en vois, au Saturbois, etc., énergie économe, énergie positive. Il y a des liaisons à avoir, y compris avec les paysagistes. Je voyais des photos sur les bâtiments qui sont avec des feuilles, des fleurs, tout ce que vous voulez. Et nous sentons bien que la ville va avoir besoin beaucoup plus de douceur parce que le climat économique, politique et social se détériore et que la ville, à l'intérieur de la ville, se joue beaucoup de conflits sociaux et qu'il faut que cette ville se modifie sur elle-même pour essayer d'apporter paisibilité, tranquillité, relations sociales. Vous faites un métier qui est éminemment social, je terminerai là-dessus. Il est éminemment social plus que la plante, de mon point de vue. Et c'est ce que j'ai compris dans la gestion de ma commune. Pourquoi peut-être j'ai été invité aujourd'hui. Je pense que vous avez un avenir important. Et de l'autre côté de la Méditerranée se jouent exactement les mêmes conditions, avec évidemment des éléments financiers différents. Mais je crois que vous avez intérêt à exporter votre connaissance et vos compétences, mais aussi à l'adapter et à sortir des critères habituels d'école et à l'adapter à la réalité culturelle du pays. C'est souvent ça qui fait la détermination des projets et leur orientation. Voilà. Si vous avez 2 minutes avant de nous quitter, j'aurais aimé entendre la réaction de M. Pipien, qui vous avait interpellé sur les réglementations, notamment. Oh non, je ne vais pas répondre sur la réglementation. Je vis avec, comme vous. Je rappelle simplement qu'en général, elles sont votées parce que ce sont des lois. Donc, messieurs les élus, nous appliquons les lois que vous votez. Je suis le maire, monsieur le spectateur. Voilà, donc je voudrais revenir sur un point clé pour vous saluer dans votre intervention parce que je crois qu'il faut être caricatural. Est-ce que le sujet, c'est quand on fait une opération bien financée, par exemple de tourisme, ou de grandes opérations comme le Bourg-Grec financé sur des financements des Émirats, de bien faire venir des bons paysagistes français et qu'ils adaptent leurs techniques? Ou est-ce que la question, alors que l'urbanisation explose, c'est quelle ville de qualité peut-on faire pour les habitants des pays du sud de la Méditerranée comme pour ceux du nord, et avec des paysagistes locaux dans une intégration, dans une politique urbaine? Et mon sentiment, c'est que la question que vous avez posée, monsieur le maire, elle est bien là. Et le sujet, c'est comment on fait qu'il n'y ait pas que 12 paysagistes au Maroc, mais qu'il y en ait beaucoup plus, et qu'effectivement on intègre ça dans la ville. Et la problématique n'est pas celle, puisque je maintiens que le fait urbain n'est pour l'instant pas complètement compris par les autorités de ces pays. Ce n'est pas le fait urbain de juxtaposition de belles opérations pendant que le reste se fait sous forme de soi-disant villes nouvelles sur des terrains pas chers qu'on a trouvés, où on va entasser des populations loin du centre. Il y a véritablement un enjeu.
Il s'agit d'abord d'avoir une vision partagée sur la ville, une certaine planification, sauf que, par exemple, au Maroc, et vous le savez mieux que moi, quand les grandes opérations se font, elles sont 70%, dans 70% des cas, en dérogation par rapport à la planification qui a été faite. Il y a des commissions de dérogation dans tous les gouvernements au Maroc, donc à quoi cela sert de faire de la planification? Donc voilà, la question que je la pose, elle est là. Quel paysagiste marocain au Maroc, tunisien en Tunisie, égyptien en Égypte, pour accompagner l'évolution de la ville et en faire effectivement un objet social, et comment le paysage là-bas. Et ça me paraît une question clé. Et la notion de réseau à monter, de fraternité entre vous et ceux du Sud, me paraît effectivement un enjeu fort. Et c'est là où il faut travailler pour l'accompagnement des formations locales, mettre en place des formations locales, faire en sorte qu'il y ait une commande publique à l'échelle de la ville suffisante dans ces pays du Sud et que nous puissions accompagner cette vraie question, quelle ville et quelle qualité de ville au Sud? Alors sur ces questions, Isabelle, vous vouliez Si je réagir? peux faire juste une petite intervention, je vous suis complètement, monsieur l'inspecteur. Je pense que c'est une vision à très long terme que vous avez, qu'en attendant il y a urgence parce que ces villes, elles se développent réellement et que pour essayer, bon an mal an, de pallier et d'améliorer un tout petit peu, il faut agir aussi concrètement. Et s'il n'y a que 12 paysagistes à la Fédération marocaine des paysagistes, le temps qu'il y en ait 1000, les villes se seront développées déjà. Donc c'est une vision qui est une planification à grande échelle qui peut être intéressante, qui ne prend pas peut-être les facteurs culturels de chaque pays, parce que les pays ont peut-être une volonté de développer d'une façon ou d'une autre qui n'est pas forcément la planification des villes européennes. Voilà, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. L'action théorique et l'action à court terme pour essayer de pallier à des catastrophes qui sont en route. Alors voilà, une position, une autre réaction, peut-être celle de Mounia Benali. Oui. Et on va après entendre aussi Georges Denouchi. Je vous laisse la parole. Je vais Je voudrais entendre les paysagistes par rapport à ce qui a été dit, c'est important. Non, enfin, je reviens rapidement. Effectivement, on est à deux vitesses. On ne peut pas négliger les besoins effectivement actuels. Donc, on ne peut pas empêcher effectivement les paysagistes, quels qu'ils soient à l'extérieur, de venir s'exporter au Maroc. La question est effectivement la question des partenariats, des conventions entre le Maroc et les pays étrangers. À Versailles, il y avait des conventions entre l'école d'agronomie des ingénieurs agronomes de Rabat jusqu'en 89. Moi, quand je suis arrivée, j'étais la dernière, sauf que je suis rentrée sans convention ni rien. J'ai passé le concours comme tout le monde. Je suis la dernière marocaine. Donc, évidemment, le Maroc n'a aucune formation de paysagiste à l'étranger. Il n'y a plus de partenariat et d'échange entre la France et le Maroc à ce sujet. Donc, on se demande pourquoi on a perdu 20 ans. Voilà, donc c'est un peu dommage. Georges Denouchi, vous voulez réagir par rapport à la partie de la discussion? Ça fait beaucoup de choses. En fait, moi j'ai surtout travaillé en Tunisie et en Algérie, donc j'ai une vision un peu différente. Et dans ces pays-là, je me suis quand même assez largement rendu compte que les soucis qu'on peut avoir d'espace public, d'environnement, de paysage sont très éloignés. Si on va à Alger, ça, couler du béton, monter de la brique, on sait faire. Mais le reste, c'est du travail pour plus tard, peut-être pour jamais, je n'en sais rien. Mais ce que je vois est assez affriolant. Et pour des raisons de sécurité, les abords d'Alger, par exemple, ont été rasés. Il y avait des forêts, on les a coupées parce que les terroristes venaient trop près de la ville. Donc maintenant, on replante. On est dans des situations dramatiques et très éloignées de nos soucis de qualité de vie. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, de temps en temps, il y a une opération de prestige, il y a un hôtel 5 étoiles payé par les Saoudiens ou je ne sais qui. Et alors là, on va trouver très ponctuellement des jardinières bien composées par un paysagiste international. On va trouver une piscine, on va trouver un îlot américain planté là. Et voilà. Et donc, les questions, elles sont très directement liées aussi à l'état politique des pays. Et dans les pays qui fonctionnent, dans la rive sud de la Méditerranée, qui fonctionne avec une économie touristique, on voit bien l'impact immédiat de mouvements sociaux qui fait que d'un seul coup, la manne touristique s'assèche
parce que les gens n'y vont peu, les gens ne vont plus dans les pays qui sont devenus instables. Et avant, pourquoi les gens venaient? Ils venaient parce qu'il y avait du soleil, parce qu'il y avait des piscines, éventuellement alimentées avec du dessalement de l'eau de mer, parce qu'il y avait des golfs. C'est-à-dire ce modèle-là, malheureusement, parce que ce que fait Linsky, c'est pas tout le temps et partout comme ça, et bien ce modèle-là, c'est un modèle qui est assez ravageur, qu'on va retrouver sur le bord de la Méditerranée, mais qu'on va retrouver aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Californie, en Floride, et peut-être maintenant en Chine, j'en sais rien. Ce modèle-là, il est complètement inadapté, il est hors sol par rapport aux problématiques environnementales qui nous intéressent. Ça, c'est la question majeure. Ensuite, avec qui on fait évoluer les choses, avec les gens disponibles. À l'heure actuelle, en Tunisie, je dois connaître peut-être 2, sinon 3 paysagistes. Ça ne suffit pas pour régler les questions. Voilà. Donc il faut bien bricoler en attendant qu'il monte en puissance. On va revenir là-dessus, parce que je crois que M. Ligou, vous devez... Non, j'ai cru comprendre un peu. On parle discrètement, mais là, Oui, vous êtes au centre de la scène, vous n'allez pas pouvoir partir discrètement. Non, mais j'aurais aimé entendre aussi le professeur, parce que je pense qu'il détient une partie des clés concernant l'auditoire qui est le nôtre. 2 infos quand même. Dans la réhabilitation et les projets en rue, grosse comme en public, la question du paysage, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, tant pis pour eux, pour ceux qui le font, ça marche très bien. Et je pense qu'il faut, dans la réhabilitation, qui est aussi un des enjeux de ces pays méditerranéens, et là, croyez-moi, il n'y a pas que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Tournez du côté de la Grèce, allez voir du côté de l'Italie, remontez sur l'Espagne actuellement. J'étais au Portugal il y a peu de temps. Il y a des réhabilitations à faire, et dans la réhabilitation, il y a tout l'espace, évidemment, et la place pour les paysagistes. Et la dernière chose, c'est que, quand je disais tout à l'heure, on faisait un appel à une meilleure organisation, je voudrais quand même vous dire que dans ce département, ici fait les choses, on a fait un atlas de paysage, etc., on a des relations avec les pays méditerranéens, et la région, il y a un bâtiment pas très très loin d'ici, que vous allez à visiter, pour ceux qui ne sont pas venus à Marseille pour capitale européenne de la culture. Il y a un bâtiment qui est du conseil régional, qui est là justement pour être une plateforme de ce type de questionnement sur comment investir, comment échanger, parce que ça va dans les deux sens. Moi j'apprends aussi, vous savez, dans des peuplades africaines, je vous encourage à aller visiter quelques peuplades africaines et dans la construction notamment de bâtiments qui sont en terre, eh bien eux ils avaient inventé bien avant nous la climatisation naturelle. Alors que nous aujourd'hui on aspire comme des malades 3 centrales nucléaires pour avoir 20 degrés. Donc il faut quand même échanger, c'est un peu provocateur, moi je suis comme ça. Et le deuxième point, il faut aussi vous organiser. Car je crains malheureusement que individuellement, ça sera très compliqué. Il y a l'expérience de madame en association, l'expérience d'autres. Il faut s'outiller de compétences, d'échanger et en même temps, parce que ça fait partie de la coopération, investir avec d'autres en face de la Méditerranée dans des outils communs et pas simplement en arrivant en conquérant. Bon, merci. On va continuer. Vous voulez laisser la parole. Merci vraiment de participer à cette discussion. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière parce que on avait une réaction dans la salle d'Alain Cousserand. Donc c'est bien, l'interactivité va se créer. Oui, je réagis parce que je suis un paysagiste. Je suis cité comme un paysagiste exportateur, donc je réagis un peu à tous les propos qui ont été soulevés. Moi, je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il y a quand même un problème de choix de modèle économique. On parle de la ville, catégoriquement séparée de la fonction agricole et de la limite entre l'agriculture et la ville. Tout ça, on caricature un peu le développement urbain, et je crois que dans les modèles économiques futurs sur lesquels se penchent les Asiatiques et les pays émergents de l'Inde, c'est d'imaginer des paysages. On nous a dit que les paysages qu'on crée en ville coûtaient cher et
et leur gestion coûtait aussi cher, je crois que se pose la réalité de paysage urbain productif. Productif qui introduirait une agriculture urbaine. Aujourd'hui, à Shanghai, on a introduit une agriculture urbaine qui est couplée avec une horticulture ornementale, avec des espaces publics ornementaux et de loisirs. Et je pense que le modèle économique aussi doit être un petit peu changé, surtout dans les appels de fonds, puisque on sait très bien qu'à l'export, on passe aussi par des systèmes économiques, genre FASEP, genre Banque mondiale, etc. Voilà. Je voulais dire que, quelque part, on ne va pas faire que de l'ornement, que de l'urbain. Il y a d'autres problèmes qui sont soulevés, et notamment dans ces pays, un pays comme le Maroc est un pays agricole, où pourquoi tout d'un coup un agriculteur devient citadin, on peut se poser la question, est-ce que c'est pérenne? Merci, une réaction pour Asna. Je vais juste rebondir là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, je travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Encore une fois, ce sont des opérations particulières, on va dire, au Maroc, où on a une maîtrise d'ouvrage qui a les moyens de faire des grandes opérations. Et c'est vrai que on a eu de la chance d'avoir un interlocuteur ouvert à pour des raisons peut-être lui propres, plutôt de lobbying, développement durable et de changer son image de marque. Du coup, ça nous a donné, nous, l'occasion d'aller expérimenter des concepts et des choses liées purement au territoire. Donc ça a été justement l'occasion de mettre en place des systèmes de préverdissement, de prévoir une agriculture dans la ville, c'est-à-dire là on crée une ville, et c'est des choses qu'aujourd'hui maître d'ouvrage découvre, questionne, essaye de comprendre, donc ça met du temps, ça fait 2-3 ans qu'on essaie de lui expliquer alors il veut de la rentabilité, le pourquoi, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me coûte, donc c'est un peu compliqué de lui dire que l'idée c'est pas de rapporter des sous, mais d'avoir un équilibre entre la ville et son environnement agricole, entre une société plutôt agricole, etc., d'apporter du bien-être. Donc c'est des questions qui sont pas si évidentes, c'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des chiffres face à une vision beaucoup plus globale. Donc ça, mais il y a une ouverture d'esprit. Donc on utilise cette parenthèse pour pouvoir aller faire quelque chose avec des moyens possibles. Donc voilà. D'accord, Isabelle. Moi, je vous suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ça soit adapté à chaque culture. Et je veux dire, les Asiatiques ne sont pas comme les Marocains, les agriculteurs asiatiques ne sont pas comme les Marocains ne sont pas comme à New York, ça se pratique, ce genre à l'échelle verticale, mais c'est en train de se développer au Brésil. Je veux dire, toujours avec cette société, moi, avec qui je travaille beaucoup, Phytorestore, ils sont en train de faire à Rio des systèmes d'éco-quartier de ce type-là. Mais encore une fois, il faut que ça soit adapté culturellement, parce que sinon c'est refusé. Oui, Janine, juste avant qu'on te passe la parole, pour rappeler qu'au Caire, une très grande partie des quartiers populaires vivent de l'agriculture sur place, qui utilisent tout simplement les canaux qui viennent. Ça c'est assez ancestral, mais ça s'est complètement développé puisque les populations qui arrivent sont rurales et reproduisent tout simplement. Je ne dis pas que c'est organisé, mais je dis qu'il faut observer ce phénomène social pour voir comment l'accompagner, et je vous rejoins. Deuxième élément, je rappelle que dans la ville méditerranéenne, il y a l'Oasis. Et je suis assez surpris qu'on redécouvre que l'Oasis est une ville durable depuis à peu près 5000 ans. C'est-à-dire une capacité, avec une surface de terre arable faible, une quantité d'eau parfaitement connue et faible, de maintenir une population pendant des années. Et c'est bien parce que l'agriculture fait partie de la ville de l'Oasis, qu'effectivement elle se développe. Donc pour aller dans votre sens, je dis, il y a des cas qui existent socialement. Comment peut-on développer votre approche à partir de ces cas et non pas importer ce que je peux connaître, comme sur le maraîchage à Nantes ou ailleurs, dans ce domaine-là, quoi. Donc je vous rejoins sur l'idée de ce qui est culturel. Janine avec les excuses. Oui, moi je voulais intervenir je suis Janine Belland, donc vice-présidente du Conseil français des urbanistes. Donc merci de nous avoir invités. Ce que je voulais vous dire, c'est que les urbanistes, on a dit qu'il faut travailler ensemble
ont besoin de vous, on a tous besoin de mieux travailler ensemble, notamment sur la ville de demain et la ville méditerranéenne. Je travaille beaucoup sur la ville méditerranéenne et les écoquartiers en Méditerranée. Je pense que vraiment, le maire de Miramas nous a dit mieux nous organiser, je pense de mieux nous connaître, parce que les urbanistes, on travaille bien sûr sur la ville, sur l'humain, la ville elle-même, la géographie, l'histoire, mais pas assez sur le paysage, et c'est pour ça que je voulais vous redire qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Le meilleur exemple, c'est Euroméditerranée 2, puisque moi j'ai connu l'Euroméditerranée 1. C'était pas du tout la même approche que cette deuxième phase qui est Euroméditerranée 2, où Franck Génic nous disait que maintenant, on écoute beaucoup plus la nature, avec ce que tu as dit au niveau de la météo, tout ce qui est l'eau dans ce quartier-là. C'est une nouvelle façon de voir notre avenir, et je pense qu'on doit le faire ensemble. Voilà. Je vous permettez juste une petite intervention sur combien ça coûte. Ce qui est important aujourd'hui, pourquoi les urbanistes, les architectes urbanistes sont souvent privilégiés en mandataire, c'est parce qu'ils savent peut-être par moment définir quelles sont les capacités constructives qui souvent sont la clé du dispositif de développement urbain. C'est ce qu'attendent les maîtres d'ouvrage. Dans un contexte de raréfaction de l'argent, il faut qu'on sache comment on va financer les aménagements. Et c'est souvent par la construction qu'on les finance. S'adresser à un paysagiste, c'est peut-être plus délicat, parce que le paysagiste, il va plutôt vous proposer une philosophie, vous proposer des dépenses, d'aménagement, souvent pour essayer de revenir ou corriger le mépris que j'évoquais tout à l'heure de la géographie qui crée, je veux dire, un certain nombre de désordres, mais simplement pour revenir à un état rêvé ou initial rêvé, ça coûte souvent des fortunes. Donc peut-être un des sujets, me semble-t-il, dès la formation, j'ai le même discours en enseignant à l'école d'archi, je vous rassure, c'est de savoir combien ça coûte. Et d'arrêter peut-être d'être peut-être dans la reproduction soit de stéréotypes, soit de projets un peu phares internationaux qu'on duplique parce que c'est un peu aussi la tendance, et c'est à la mode, on va dire, et de revenir sur des fondamentaux, des éléments plus structurants, en s'interrogeant toujours sur la stratégie de développement d'un projet, autant que sur sa conception, on va dire, esthétique, sa cohérence interne. C'est comment on met tout ça en œuvre, comment, dans un contexte économique, social, politique donné, le projet va pouvoir se développer. Alors nous, on le teste à notre échelle modeste, hein, c'est vraiment le cœur de la pérennité, de la durabilité d'un projet. Et ça, c'est une conception de projet nouvelle qu'il faut, à mon avis, développer, mais dans tous les cas de figure du développement territorial, que ce soit pour les paysagistes, les architectes ou les urbanistes, c'est une manière particulière de travailler. D'accord. Le temps passe très très vite, on n'en a plus beaucoup et on a encore beaucoup de questions à traiter. Donc je voudrais qu'on reparle des écoles, du cursus, etc. Auparavant, Vincent, si vous permettez, nous avons dans la salle, donc je vous le disais tout à l'heure, le directeur des pépinières Gaultier Delta. Ils ont fait le déplacement pour venir écouter ce débat, ils comptaient y participer. J'aimerais qu'ils réagissent parce que la problématique, vous l'avez pour plusieurs d'entre vous exposée, c'est aussi l'absence de pépinières dans ces pays. C'est aussi donc une difficulté qui est à surmonter. Donc voilà. Donc ça va être traduit par Madame Nuria Ibanez et la question est donc posée à Monsieur Henrik Sancho. Voilà. Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à cela? Je suis désolé, je coupe un petit peu, mais... Oui, voilà. Bonjour, moi je suis la technicienne commerciale de Gaultier Delta. Je parle un peu français. Et Monsieur Henrik, c'est le directeur technique de Gaultier Delta. Alors, bon, nous sommes producteurs de plantes indigènes, des plantes autochtones, tolérant la sécheresse, et bon, de tout. Bon, salut.
Alors, j'ai une petite question. Bon, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais alors, comment vous voyez la collaboration entre les paysagistes et les producteurs des plantes? Des plantes qu'après, bon, ils seront sur vos projets. Et surtout dans le jardin de vos projets. Je crois que la question, on a parlé de réseau, mutualisation, mais c'est intéressant parce que oui, parce il y a toute la chaîne. Oui, nous avons l'expérience déjà surtout de la culture des plantes. Et bon, comment vous voyez la collaboration entre nous, entre les producteurs et les paysagistes? Et vous parlez des pays méditerranéens? Comment? Vous parlez essentiellement des pays méditerranéens? Bon, surtout de toute la région méditerranéenne, oui. Oui. La spécialité de culture. Elle est capitale, la collaboration. Elle est capitale, elle est essentielle. Je pense que oui, mais je n'ai pas entendu rien des producteurs avant. Alors. Non, parce qu'on n'en a pas parlé, mais elle est capitale. Je veux dire, si je peux vous faire part, moi, de mon expérience personnelle à titre d'exemple, puisque j'ai travaillé dans beaucoup de pays différents, sur des projets qui ont dû être réalisés pour des raisons économiques, entre autres, d'investissement. Ma première démarche, à chaque fois que je suis allée dans un pays nouveau que je ne connaissais pas, c'est d'aller visiter les pépinières et de voir ce qui était disponible dans les pépinières des pays dans lesquels je travaillais. Je vous prends l'exemple de la Turquie où j'ai travaillé pendant 3 ans, il y a 15 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, il n'existait pas de pépinières ornementales, très peu. Il y avait énormément de pépinières forestières. Vous allez maintenant en Turquie, vous avez des pépinières ornementales aussi belles que celles qu'il y a en Italie et en Espagne, ou en France. Pour vous dire la progression. Et 2-3 ans après, moi, mes tours de pépinière, il y a déjà des pépinières qui étaient en train de se créer. Donc, pour quelle raison? Parce que ça fait partie, on parle de l'eau, du sol, des paysages qui peuvent être verts ou pas, mais la plante fait partie intégrante de notre métier, donc c'est capital. Quand je vous disais, moi j'ai fait développer sur des projets à grande échelle de 600 hectares des pépinières internes qui produisent des plantes de façon professionnelle, c'est bien la preuve que c'est capital. Donc la collaboration, en tous les cas de mon point de vue, c'est peut-être pas l'avis de tous les paysagistes, mais moi de mon point de vue, en ayant été très opérationnel, j'ai travaillé au Mexique, j'ai travaillé même au Brésil, ou dans d'autres pays, à Maurice ou aux Seychelles. Aux Seychelles, vous vous rendez compte, aux Seychelles, vous travaillez qu'il y a des pépinières, ils font venir les plantes du Sri Lanka, en fait. Donc c'est capital. Peut-être qu'on peut se poser la question, parce que on va faire un parallèle avec ce qui a été dit tout à l'heure avec les paysagistes. Vous-même, vous êtes exportateur européen, producteur et exportateur. Est-ce que vous travaillez avec les autres pays du bassin méditerranéen, peut-être au développement de pépinières locales? Vous voyez, pour rester un peu dans cet échange qui nous semblait important également. Voilà, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà cette démarche-là de travailler avec ces pays pour développer des pépinières locales? Je n'ai pas compris la question. C'est pour faire des pépinières. On disait tout à l'heure, je vais essayer on disait tout à l'heure, les paysagistes ne doivent pas se comporter uniquement en exportateurs, mais je dirais en compagnon de route des paysagistes des bassins et des pays du bassin méditerranéen. On prenait l'exemple du Maroc. Vous-même, en tant que producteur, vous êtes aujourd'hui dans un contexte d'exportation pure. Est-ce qu'éventuellement vous êtes prêt à intervenir avec des acteurs locaux pour développer des pépinières locales? C'est une question qu'on peut se poser, je veux dire, parce que peut-être que la démarche doit être partagée entre les différents intervenants. Mais peut-être que la question ne vous jamais posée. Non, oui. Dans un quart d'heure, je vais parler de l'école. Oui, je vais un peu pas répondre pour Culti Delta parce que je vais dans ça comme ça. Non, ils sont venus me voir plusieurs fois. Vous imaginez, ils sont venus chez moi, à mon agence, pour voir moi personnellement. Non, voilà. Là, il y a un vrai désir de coopération et d'action. On est physique, on est réactif. Aucune pépinière française est venue nous voir pour aller nous proposer ses services. Ah bon, c'est ça. Non, oui, on s'est déplacé beaucoup de fois.
fois au Maroc à parler avec elle, et surtout ici en France. Alors moi, je ne sais pas votre traction en France, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un réel besoin de production. Alors quand on dit production ornementale, oui, il y a de plus en plus de pépiniéristes au Maroc, sauf qu'on est encore en majorité dans de l'importation. Alors pour les plantes indigènes, parce qu'on revient sur les types de végétaux, nous, on a marre un peu d'utiliser toujours les mêmes végétaux, très consommateurs, etc. On essaie de stimuler la production des plantes autochtones peu consommatrices en eau, et pour cela, c'est essentiellement le service des eaux et forêts. Donc effectivement, aujourd'hui, ça c'est pour les arbres et les arbustes, mais que Petit Delta a justement cette possibilité de production de plantes endémiques qui sont aussi nos végétaux à nous marocains, de vivaces, etc., qui sont très intéressants. Et leur savoir-faire peut très bien bénéficier à nos producteurs locaux qui aujourd'hui, c'est vrai que faire de la vivace, ça ne les intéresse pas parce que voilà, c'est pas très rentable à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une... La question va vous être posée. Elle a fait très bien la réponse. Bien, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vraiment, parce que depuis tout à l'heure, on avance, on va être frustrés. On a plein de choses dont on n'a pas parlé. J'imagine que vous allez sortir frustrés. Nos intervenants le seront certainement aussi un petit peu. On n'a pas le temps. Par contre, on a parlé beaucoup de formation. On a parlé beaucoup de profils des paysagistes. Beaucoup d'entre vous ont été formés dans les écoles. Vincent Pichetot, vous représentez l'école de Versailles, ce n'est pas rien, vous la dirigez. Comment vous réagissez par rapport à tout ça, et surtout pour les jeunes paysagistes qui sont en formation? Moi je tire trois instructions de tout ça. La première, c'est qu'au cours de cette table ronde, on s'est donné les uns aux autres des tas de recommandations. On a recommandé aux maîtres d'ouvrage de faire plus appel aux paysagistes et finalement d'intégrer les questions d'espace à long terme dans leurs projets. On a demandé aux maîtres d'œuvre de s'unir, de constituer des réseaux. On n'a pas évoqué les chercheurs, mais on aurait pu dire sur les enjeux méditerranéens, on est quand même un peu à poil sur un certain nombre de questions et il faudrait qu'on investisse, mais une recherche tournée vers l'action, une recherche en acte. Il faudrait qu'on y aille. Et puis, bien sûr, on a demandé aux enseignants et aux écoles de se saisir de cet enjeu méditerranéen. Donc, on s'est quelque part... on a souligné qu'il y avait urgence, on s'était épaulés les uns les autres dans une démarche améliorative ou améliorative par rapport à nos pratiques. Mais je crois que ce qui est important, c'est bien de dire que c'est dans l'interaction de tout ça que ça va pouvoir jouer. Donc évidemment, on se retourne vers l'enseignement en disant « et vous, que faites-vous » Mais voilà, je pense qu'on est collectivement co-responsable du mouvement. La deuxième instruction que je tire, c'est que c'était par rapport à la volonté de faire bouger les lignes dans les lignes de l'information. Franck Gelling a dit tout à l'heure, il faudrait cesser il faut faire évoluer nos méthodes d'enseignement et faire bouger les contenus vers les questions nouvelles que vous évoquiez. Moi j'ai tendance à dire, et ils sont nombreux présents dans la salle, que les étudiants qui rentrent dans les filières de paysage, ils ont parfaitement intégré ces questions. C'est-à-dire que quand on est dans une école, on est aussi remué ou bougé, nos lignes bougent naturellement parce que ceux qui rentrent, ils rentrent pour faire paysagiste et rentrent pour faire paysagiste parce qu'ils sont dans les questions du temps, ils sont dans les questions de la prospective. Et donc de fait, aujourd'hui, ces sujets prospectifs, ces sujets liés aux enjeux méditerranéens, ils sont obligatoirement présents dans nos enseignements. Donc voilà, c'est des choses qui sont en place. Mais ça m'amène à la troisième remarque. C'est qu'on a parlé d'urgence, mais la formation, c'est quelque chose de long. On est sur les temps longs. Nous avons ici une présidente qui peut être à la manœuvre aujourd'hui au Maroc parce qu'elle est en train de constituer l'association. Elle est sortie de l'école en... Philippe, 97 97, voilà. 97, donc voilà, on compte les années, on ne va pas les compter, mais ça veut dire qu'elle est rentrée 4 ans plus tôt, ça veut dire qu'elle est rentrée dans un cursus 6 ans plus tôt, donc on est sur des temps longs avec la formation. Je dirais d'autant plus volontiers que Gilles Pipien disait qu'il n'y avait pas d'école de formation en paysage en méditerranéen.
pour nous qui avons été un peu pionniers il y a 20 ans avec, c'est mon voisin et quelques autres qui ont créé l'antenne de Marseille. Ben voilà, Marseille c'est quand même dans le paysage méditerranéen depuis 20 ans et en même temps ça a formé des générations, vous en êtes, mais voilà, il faut du temps. Et donc, je crois qu'il faut, si nous voulons mettre un plan d'action pour la Méditerranée lié à l'aménagement et aux enjeux du développement durable, il est clair qu'il faut mettre à l'agenda tout de suite la question de l'enseignement, mais il faut savoir qu'elle n'aura ses effets que dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà. Nous formons des paysagistes de la génération qui vient. Avec un choix de cursus, on en parlait peut-être tout à l'heure, il y a différentes voies qui s'ouvrent sur les cursus à proposer aux étudiants de plus. Oui, alors, il y a effectivement différents cursus et les choix stratégiques sont importants à poser parce que soit on est dans une formation, alors est-ce qu'on forme sur place en France en ouvrant largement, voilà, ou est-ce qu'on crée des partenariats sur place in situ, mais pour construire des partenariats in situ, on ne peut pas partir de rien, il faut construire la relation avec des universités. L'expérience européenne et une paysagiste que vous connaissez bien, Karine Helms, qui a développé au plan européen un réseau qui s'est traduit par la mise en place du premier master européen en architecture du paysage, c'est le fruit d'un investissement de 10 ans entre des écoles qui ont des référentiels pas identiques, parce que nous avons tous des cultures différentes du paysage en Europe, mais qui avaient une pratique du travail en commun, qui avaient des échanges réguliers et qui étaient portés par un espace européen de l'enseignement supérieur et qui favorisait à travers les programmes Erasmus et autres, déjà depuis un certain nombre d'années, des échanges. Donc là aussi, c'est un travail qui est un travail pesant. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut regretter, et moi je suis le premier à le regretter, qu'on ait fait table rase quelque part, ou que les liaisons, les relations contractuelles, conventionnelles qui existaient dans les années 80 aient disparu, et qu'aujourd'hui tout soit à reconstruire. Alors c'est vrai, ça ne donne que plus d'ardeur à la tâche, mais effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est constituer ces réseaux. Avant de conclure, Angélique, vous vouliez réagir? Juste un point, peut-être une initiative qui est en train de se construire. Alors, je reste extrêmement prudent. On a essayé autour d'Euroméditerranée avec nos partenaires, plusieurs partenaires de l'école du paysage, de l'école d'architecture et de l'Institut d'urbanisme d'Aix, de constituer ce qu'on a qualifié d'Institut des villes et territoires méditerranéens durables sur la porte d'Aix, à la porte d'Aix très précisément, en bénéficiant du déplacement, la relocalisation de l'école d'architecture de Lumini en centre-ville. Ce travail est simplement la suite logique de toutes les réflexions qu'on a développées aujourd'hui et qui finalement tente de rapprocher différentes démarches de formation pédagogique autour des territoires de la Méditerranée, et peut-être pour créer, par un rapprochement physique, alors pas forcément par une fusion des différents instituts, mais par un rapprochement physique sur un même site, des mutualisations d'équipements, mais aussi peut-être des troncs communs ou des mutualisations, je dirais, de formation pédagogique, de contenu pédagogique, et ça nous y sommes, nous pensons que c'est une première démarche qui va dans le sens d'une meilleure ouverture, une meilleure mutualisation des contenus, mais aussi d'une meilleure ouverture sur la Méditerranée. Alors, sachant que chaque structure a déjà des relations, des réseaux, ses propres réseaux, je pense à l'école d'architecture notamment, autour de la Méditerranée. Peut-être des mutualisations intéressantes à développer. D'accord. On va être obligé de conclure. Donc j'ai envie d'interpeller maintenant dans la salle Jean-Marc Bouillon en lui disant, bon, on a entendu plein de choses pendant 1h30. On aurait voulu en entendre encore beaucoup plus. Et la question, c'est la FFP, elle fait quoi? Eh bien, la FFP, elle est hyper contente de cette journée, de cette table ronde qui était de très très bonne qualité. Et l'occasion, bon, non seulement de vous remercier tous d'être là, mais de rappeler ce qu'on a dit ce matin lors de notre Assemblée Générale
en expliquant un petit peu les nombreuses actions que nous conduisions, que nous revenions une sorte d'équipe de France du paysage, une bande d'ambassadeurs du paysage. Nous revenions d'un voyage de 3 jours à Moscou, où justement nous sommes allés rencontrer, c'est pas méditerranéen, mais ça concerne le paysage et l'export. Et donc nous sommes allés, nous étions 7 agences françaises, aller passer 3 jours à Moscou pour présenter nos projets, nos travaux, essayer de démontrer notre savoir-faire. Et donc, ça c'est une première action envers l'export. La deuxième, c'est d'avoir choisi comme thème le bassin méditerranéen, d'avoir invité Mounia, je vous remercie d'avoir accepté d'être présent. J'aurais adoré avoir le président de l'association des paysagistes tunisiens. Voilà. Et alors je voulais aussi témoigner que lors de nos 3 jours passés à Moscou, les besoins de formation sont exprimés à peu près de la même façon. Il n'y a pas vraiment d'école du paysage constituée là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a compris. L'expérience moscovite nous a donné envie d'abord de continuer à tisser des liens. Cette table ronde nous a incité à le faire avec le bassin méditerranéen. Et puis demain, plus tard, on ira, pourquoi pas au Brésil, pourquoi pas en Asie du Sud-Est, etc. Parce que c'est une de nos missions aussi de nous exporter. Voilà, alors moi, je ne sais pas s'il faut que je conclue tout ou pas, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais en tout cas, en tant que président de la FFF, moi je suis hyper content de cette journée. J'ai trouvé que c'était encore un grand moment, on en a eu plusieurs cette année, donc c'était un vrai plaisir pour moi, et merci à vous tous d'avoir été aussi brillants à cette table ronde. Merci.